Donc, il y a des gens qui continuent de dire bonjour. On a des lunettes de soleil côté Simon, c'est bon, superbe. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le décret tertiaire. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le dernier texte qui est sorti concernant cette réglementation qui est en train de structurer la vie énergétique des bâtiments, la vie d'efficacité énergétique des bâtiments français. Celui qu'on appelle donc l'arrêté valeur absolue 1, qui est un arrêté modificatif du fameux arrêté méthode qu'on vous avait déjà présenté lors de précédents webinaires. Alors, il est 11h05, chose promise, chose due, on va commencer et je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès au support de présentation. Mon écran est partagé et on va démarrer. Alors, je vous redis pour la dernière fois, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire décret tertiaire et on va traiter aujourd'hui du dernier texte de loi qui est apparu sur le sujet, l'arrêté modificatif valeur absolue numéro 1. Alors, avant de commencer, un rapide point un peu logistique. Pour poser vos questions, utilisez le bouton Q et R que vous voyez indiqué par une flèche ici. C'est à travers ces questions-réponses, à travers cet outil, que Marc Leroux pourra tout à l'heure, à midi, répondre à vos questions concernant ce nouveau texte de loi et plus généralement à vos questions sur le décret tertiaire. Vous pouvez tout de même utiliser le bouton « Converser » pour échanger entre vous, mais les questions risquent d'être rapidement noyées dans ce flux de conversation. Donc, si c'est vraiment une question à laquelle vous avez besoin d'une réponse, privilégiez l'outil Q et R. Alors, ça fait 5 minutes que je parle tout seul, donc je vais commencer à présenter les personnes avec qui je vais avoir l'honneur de présenter ce webinaire. Alors, on va commencer par les dames. Alors, moi, je suis Odélie et je m'occupe de la communication et du marketing chez Citron. Accélératrice de transition énergétique. Et je suis Vincent Constant, je suis Energy Manager. Ma mission, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités vers la définition d'une stratégie énergétique à moyen et à long terme. Merci Vincent. Alors, tout à l'heure, on aura aussi l'honneur d'avoir Marc Leroux parmi nous qui viendra pour répondre aux questions. Donc, Marc Leroux, c'est le chef de projet maîtrise de l'énergie et réglementation thermique des bâtiments existants au ministère de la Transition énergétique et solidaire. C'est lui qui a participé, qui est le chef de projet dans la rédaction des textes de loi qu'on va étudier aujourd'hui et qui a organisé la consultation des différentes parties prenantes pour pouvoir tenir compte des avis des uns et des autres dans la rédaction de ce texte de loi. Et moi, votre serviteur, Vianney Raskin, je suis donc le fondateur de Citron. Vous commencez à avoir l'habitude de me croiser sur ce type de webinaire. Alors, avant de commencer par vous parler de ce fameux décret, de ce fameux nouvel arrêté, on va rapidement présenter quand même qui est Citron, parce qu'on a des vocules, mais pas que. Citron, c'est ce qu'on appelle une PropTech, une société qui s'appuie sur le digital pour accélérer les transitions qui opèrent aujourd'hui dans l'immobilier. Et nous, on est spécialisé dans la transition énergétique. Et pour ça, on s'appuie sur 2 cœurs de métier. Donc, le premier, qui est notre cœur de métier historique. On est une société de conseil spécialisée en efficacité énergétique. Donc, on vend des prestations intellectuelles d'ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, d'énergie managers, donc des gars brillants comme Vincent, dont le métier va être de vous accompagner, soit à travers des prestations intellectuelles ponctuelles, comme des audits énergétiques ou des dossiers techniques de modulation, soit à travers des prestations intellectuelles récurrentes, comme de l'énergie management, du suivi, de l'accompagnement énergétique, par exemple, à travers le décret tertiaire. Notre deuxième métier, c'est la plateforme Citron Énergie. Citron Énergie, c'est une plateforme qu'on appelle Big Data, qui va avoir comme responsabilité de collecter automatiquement toutes les données liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier. Donc, ça peut être évidemment des données de consommation, mais aussi des données de coûts, des données contractuelles, des données qui peuvent être directement intégrées depuis Météo France, par exemple les données de température, des données issues de capteurs, de compteurs, de sous-compteurs, etc. Et après, de traiter ces données pour fournir aux énergie managers, chez nous ou chez vous, ou à nos partenaires, sociétés de conseil, bureaux d'études ou exploitants, un outil qui va leur permettre du coup de réduire vos consommations d'énergie. Et derrière, grâce à des technologies d'intelligence artificielle, cette plateforme va être de plus en plus autonome pour vous proposer des actions concrètes à mettre en place sur votre patrimoine immobilier. Voilà. Donc, Citron, c'est des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes avec un grand H, et c'est
pour faire du conseil, pour vous accompagner, et c'est une technologie. Je vais maintenant passer la main à Aubéry, qui va nous revenir un peu rapidement sur le décret tertiaire. Alors, oui, donc on va commencer par faire un rapide retour sur les différentes réglementations. Donc, tout a commencé en 2008, donc grâce aux objectifs européens donc, des 3 ans, donc ont été adoptés par le Parlement et par le Conseil des ministres, donc qui prévoyaient 20% de réduction des émissions à effet de serre, 20% d'économie d'énergie et 20% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie. Donc, ça a donné lieu après au premier Grenelle de l'environnement, qui est venu définir un objectif de diminution des consommations énergétiques donc de 38% pour les bâtiments. Ensuite, on a enchaîné donc l'année suivante sur le deuxième Grenelle de l'environnement qui, du coup, a imposé une obligation du coup, de travaux d'amélioration dans un délai de 8 ans à partir du coup de 2012. Et on avait déjà l'annonce d'un décret, donc on savait que le décret tertiaire allait arriver. En 2018, donc ça devient plus concret avec la loi Elan, donc qui, par son article 175, impose une obligation aux propriétaires ou locataires d'un site de diminuer ses consommations. Donc, on retrouve les objectifs moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et on nous annonce du coup divers décrets d'application pour toutes les modalités d'application à venir. Donc, le premier décret est sorti donc, en 2020, donc l'arrêté méthode, donc, qui a donné lieu à un premier webinaire assez récemment. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires sur notre compte YouTube, Citron by GLS. Donc, cet arrêté méthode donc, a permis de définir le calcul donc, des niveaux de consommation par catégorie, les modalités de modulation aussi, et a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur Operat, donc la plateforme de l'État sur laquelle il faudra déposer tous les ans les consommations énergétiques. Et donc aujourd'hui, donc, le sujet du webinaire, c'est donc l'arrêté valeur absolue 1, qu'on vous décryptera du coup tout de suite après le petit rappel du décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est donc un décret qui impose à toutes les surfaces tertiaires supérieures à 1000 m², donc on parle des surfaces de plancher toujours, donc qui correspondent à toutes les surfaces de tous les niveaux construits, donc clos et couvert dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Et on la mesure donc, à l'intérieur de la construction, donc d'un mur de façade à un autre. Donc voilà, donc, toutes les surfaces tertiaires, donc que ce soit un bâtiment entièrement tertiaire, mais également donc, des parties de bâtiments, donc des bâtiments qui peuvent être à usage mixte ou non. Mais donc ces parties-là seront également concernées et ça peut aussi être donc, des bâtiments sur une même unité foncière qui appartiendraient donc à un même site finalement, donc, qui sont également concernés par ce décret. Donc, ce décret impose donc 2 choses. Donc, tout d'abord, une obligation de suivi annuel donc, des consommations. Donc, le 30 septembre, tous les ans, il faudra déclarer toutes les consommations énergétiques de l'année précédente. Donc, ça commence dès cette année. Et impose également donc, une obligation de réduction des consommations énergétiques. Donc, soit atteindre un objectif en valeur relative donc, par rapport à la consommation de l'année de référence qu'on aura choisie, donc moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Soit un objectif en valeur absolue, donc qui correspondrait aux bâtiments neufs donc, de chaque catégorie. Qui fera d'ailleurs l'objet d'une partie assez importante tout à l'heure, puisque c'est une grosse partie du nouvel arrêté valeur absolue. Du coup. Exactement. Donc, ensuite, pour parler donc, des sanctions du décret, donc, tout d'abord, on pourra récupérer une attestation numérique donc, après chaque dépôt annuel, qui devrait ensuite être publié donc, par voie d'affichage à un endroit visible et accessible. Si ce n'est pas le cas, il y aura donc tout d'abord effectivement donc, des amendes, donc 7 500 € pour le locataire et pour le propriétaire donc, par site, évidemment s'il s'agit de personnes morales. Il y aura également du coup ce qu'on appelle un wall of shame parce que du coup il y aura du coup, le nom de l'entreprise, du locataire ou du propriétaire qui ne respecte pas le décret tertiaire sera donc affiché sur une liste qui sera publique et donc voilà, tout le monde pourra y avoir accès. Et également, on pourra donner lieu à une fiche de notation éco-énergie une note du coup moins bonne et donc cette note moins bonne pourra amener à d'évaluer la valeur patrimoniale d'un bien. Voilà. Globalement, du coup, il vaut mieux se mettre en conformité. Exactement. Et donc, on a défini plusieurs bonnes pratiques au fur et à mesure pour pouvoir répondre sereinement à cette réglementation.
Donc, tout d'abord, du coup, lors du premier trimestre 2021, on peut du coup commencer à se poser la question de la définition du périmètre, donc voir quels sites sont concernés. Ce n'est pas forcément évident. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et aussi donc, pouvoir définir un porteur de projet, donc permettre du coup aux propriétaires et aux locataires de se rapprocher, parce que c'est une situation qui n'a pas été prévue justement par la loi. Ce n'est pas quelque chose de normé, donc c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit se prévoir en amont. Et également, donc, on peut en profiter pour se former aux différents enjeux du décret, notamment en assistant à nos webinars. Et donc, il faut également faire le choix d'un CGT référent. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, on peut, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé du coup de se doter d'un système de suivi des consommations énergétiques. Déjà parce que ça va permettre du coup de faire, d'automatiser la transmission des données vers Opera, donc c'est quelque chose d'assez pratique. Et ensuite, du coup, de pouvoir avoir une vision claire donc, sur toutes les consommations énergétiques pour pouvoir ensuite constater quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire. Ouais. À une époque, pour un précédent webinaire, on avait calculé, on avait estimé le temps que pouvait prendre la déclaration sur Opera quand on la faisait à la main, en observant déjà le suivi qui était nécessaire en amont et en observant la quantité de données à déclarer sur la plateforme. On avait estimé à 2 jours par an et par bâtiment le suivi et la déclaration annuelle par Opera. Donc imaginez que vous ayez, si vous avez 1 ou 2 bâtiments, c'est tout à fait faisable à la main. Si vous avez, ça vous prend une petite semaine. Si vous en avez une dizaine, ça vous prend déjà un mois. Donc, il faut faire. Évidemment, ce n'est pas obligatoire le fait de déployer un outil de suivi automatisé. Vous pouvez par exemple utiliser un tableur Excel ou autre. Par contre, c'est quand même vivement recommandé. Évidemment, on prêche pour notre paroisse. Donc ensuite, cette année, on pourra aussi commencer à se poser la question de la détermination de l'année de référence, donc, qui a été repoussée notamment grâce à l'arrêté qu'on va vous présenter juste après. Mais c'est quand même bien de se préparer vraiment en amont parce que ça peut prendre du temps. Donc, d'abord, il faudra donc, établir donc, le calcul de la consommation de référence, donc vérifier la complétude des données pour vérifier qu'on a bien toutes les données nécessaires à la détermination de cette année. On pourra également, donc, il faudra également voir tout ce qui concerne justement de la consommation en fonction de la rigueur climatique et des indicateurs d'intensité d'usage. Et ensuite, pouvoir commencer à déterminer donc, le calcul des économies en valeur absolue ou relative. On va en parler plus longuement, hein, ça fait l'objet de la dernière partie. Oui. Et d'ailleurs, on dit Q2 2021 parce que c'est à partir de Q2 2021 que vous pouvez commencer à déterminer votre année de référence. Mais on va voir que l'arrêté modificatif, donc valeur absolue 1, apporte une souplesse, notamment au vu de la situation sanitaire qu'on a pu connaître ces derniers mois. Ensuite, c'est cette année, donc en 30 septembre 2021, qu'il faudra faire sa première déclaration annuelle sur Opera. Donc, une déclaration qui peut être automatisée grâce à divers outils de suivi. Et il faudra également, du coup, définir un schéma directeur annuel en fonction des retours d'Opera, donc en fonction de l'avancée dans l'atteinte des objectifs. Il faudra également donc, définir des plans d'action, donc prioriser les sites sur lesquels travailler en fonction des résultats obtenus, en s'appuyant sur un outil de suivi, c'est quand même pour avoir une vision plus claire des différentes actions à mettre en œuvre. Et également réaliser divers audits énergétiques instrumentés et des dossiers techniques de modulation, donc on parlera également de ça dans un second temps. Et ensuite, donc ça pourra donner lieu à la vérification de l'impact des actions et du coup de contrôler l'extrapolation ensuite. Alors attention, on parle ici vraiment des bonnes pratiques. C'est nos conseils pour pouvoir mener à bien ce projet en étant de manière sereine. L'audit énergétique instrumenté n'est pas obligatoire en soi. Vous pouvez déjà avoir atteint les valeurs, votre objectif de réduction des consommations énergétiques. L'audit énergétique n'aurait pas de sens à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de vous donner une idée des bonnes pratiques, des bons outils qui sont à votre disposition pour pouvoir réaliser une démarche concrète. Voilà. Et donc, finalement, on peut également vous conseiller de faire appel à du coup, des énergies managers pour effectivement pouvoir déployer au mieux toutes les actions d'économie d'énergie conseillées, et notamment pour également la sélection de différents prestataires pour établir ces actions, et également étudier le financement de l'actions de performance énergétique et pouvoir calculer du coup les différents temps de retour sur investissement de ces actions. Et tous les ans, retour à l'étape 5, ce qui est
À l'étape 4 même. Tous les ans, retour à la déclaration. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je te remercie, Hubert. Maintenant, qu'est-ce que nous raconte ce nouveau texte de loi? Alors, on a pris le parti. Donc, ce texte de loi, il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on appelle un arrêté modificatif. Il vient pour apporter des précisions, des corrections sur l'arrêté méthode qui est sorti il y a quelques mois, dont vous a parlé Aubéry. Alors, la première modification qu'il apporte, ce n'est pas une modification, c'est une précision. C'est sur la notion de secteur tertiaire. On l'a vu, les personnes qui sont assujetties à les bâtiments, ou les sites qui sont assujettis au décret tertiaire, ce sont les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de surface de plancher. Quand on se dit ça, la première question qu'on peut se poser, c'est que veut dire tertiaire? Eh bien, le secteur tertiaire, c'est le secteur d'activité qui se définit par opposition au secteur primaire et au secteur secondaire. Le secteur primaire, ça correspond à l'exploitation des ressources naturelles. Ça correspond à, par exemple, la pêche, les activités agricoles, les activités minières, etc. Donc l'idée, ça va être de collecter des matières premières. Le secteur secondaire, quant à lui, va être le secteur où on va transformer ces matières premières en produits finis. Donc on parle bien sûr de l'industrie. Et donc, quand on parle du secteur tertiaire, c'est tout le reste. C'est donc les activités de bureau, ça peut être les collectivités territoriales, ça peut être les entrepôts, la logistique, ça peut être les bâtiments de santé, comme un EHPAD, ça peut être une très grande diversité, finalement, de bâtiments. On prendra le temps de répondre à vos questions suite à notre présentation. N'hésitez pas à les poser à travers le petit onglet Q et R. Alors, la deuxième précision qui est apportée par ce nouveau texte de loi concerne du coup la surface et l'année de référence. En fait, on se projette ici dans la situation où, entre l'année de référence qu'on peut choisir dans un bâtiment, comme nous l'a présenté tout à l'heure Aubéry, parce que c'est l'année la plus élevée en termes de consommation dont on dispose dans l'historique, et la date est 2021, on peut très bien avoir eu une évolution de la surface de plancher du bâtiment. On peut avoir fait une extension ou on peut avoir transformé un bout de bâtiment qui était du logement en surface tertiaire. Dans ces cas-là, l'arrêté modificatif, la vérité valeur absolue, vient préciser qu'on va prendre en compte la surface qui a été ajoutée. Et donc, pour ça, on va faire en fait tout simplement un produit en croix entre la consommation consommée par le bâtiment à l'époque sur la surface totale du bâtiment actuel. C'est des petites modifications, mais qui sont quand même importantes à avoir en tête. Alors, troisième modification, là, on est dans la situation où on a un bâtiment qui est à multi-usage. Donc, on a un bâtiment avec soit du tertiaire et du logement, soit du tertiaire et de l'industrie. Donc, une partie du bâtiment qui est assujettie et une partie du bâtiment qui n'est pas assujettie. Dans cette situation, il peut être assez délicat de calculer son année de référence, tout simplement parce que quand on remonte dans l'historique, par exemple en s'appuyant sur la plateforme Citron, on va s'appuyer sur les données d'historique qui sont présentes chez le fournisseur d'énergie, sur vos factures qu'on va aller collecter, ou auprès du distributeur, Enedis ou GRDF. On va s'appuyer sur les données existantes, mais qui du coup, ces données existantes sont souvent à la maille, ce qu'on appelle d'un PDL, donc en fait du compteur. Seulement, si ce compteur-là, il est séparé entre des zones assujetties et des zones non assujetties, il va falloir du coup déterminer dans l'historique la consommation de référence de la partie assujettie. Pour ça, ce texte de loi nous propose 3 méthodes pour pouvoir le faire. Alors, il y a une méthode qui est assez évidente, c'est si on avait mis du sous-comptage en dessous du compteur principal, un sous-comptage pour la partie tertiaire, un sous-comptage pour la partie non assujettie. Si jamais ça n'a pas été fait, on peut, à partir de ce moment-là, mettre en place ce sous-comptage pour déduire, en fonction de la répartition actuelle des consommations d'énergie, la répartition au moment de l'année de référence des consommations d'énergie entre la partie assujettie et la partie non assujettie. L'autre façon de faire, c'est de mettre en place une campagne de mesure. Ce qu'on entend par campagne de mesure, c'est en fait aussi du sous-comptage, mais qu'on va mettre de manière ponctuelle sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, sur une période d'une semaine ou d'un mois, en place des outils qui vont venir enregistrer la consommation énergétique de la partie tertiaire et la consommation énergétique
de la partie non tertiaire, industrielle ou de logement ou autre, pour pouvoir justement extrapoler en fonction de cette répartition des consommations d'énergie, les consommations d'énergie qu'on aurait pu avoir au moment de l'année de référence. De la même manière, on va pouvoir s'appuyer sur une troisième méthode qui est un peu plus floue, qui laisse la porte ouverte à l'imagination des sociétés comme les nôtres, comme Citron ou ses confrères, à, en fonction des problématiques rencontrées sur un bâtiment, définir s'il est possible d'extrapoler, de simuler les consommations énergétiques du bâtiment sur une référence d'une autre manière. Non, mais juste pour préciser que parfois la combinaison de deux méthodes peut être nécessaire si on part du principe, par exemple, qu'on a un bâtiment industriel avec des activités complexes et du chauffage dans la partie industrielle comme dans la partie tertiaire. Parfois, le fait de reconstituer une consommation peut demander une campagne de mesure électrique plus une simulation thermique. Et si en plus on met du comptage, là on est au top. Alors, la simulation, c'est un type de simulation. Enfin, la simulation thermique qui est un type de simulation. Parce que, on ne précise pas thermique dans le texte de loi. Alors, ensuite, cet arrêté propose un nouveau type, une nouvelle modification et apporte beaucoup de précisions sur le dossier technique de modulation. Pour mémoire, le dossier technique de modulation, c'est l'outil qui va vous permettre d'ajuster, de moduler l'objectif de consommation que vous devez atteindre en fonction de critères soit financiers, soit architecturaux, soit techniques, pour pouvoir en fait adapter les objectifs que vous devez atteindre en fonction des réalités du terrain. Ce dossier technique de modulation, en soi, il faudrait en faire un webinaire en entier. Donc, on a pris la décision chez Citron de vous proposer dans les mois à venir un webinaire dédié à la construction de ce dossier technique de modulation en vous présentant un des premiers dossiers techniques de modulation qu'on va faire pour un de nos clients. On n'a pas encore choisi. L'autre point qui est apporté sur ces fameux dossiers techniques de modulation, c'est la définition de comment vont être contrôlés ces dossiers techniques de modulation. Ce dossier technique de modulation, vous devez le faire en amont d'une demande de modulation. Par exemple, si vous voyez si vous pensez qu'une isolation thermique par l'extérieur aura un temps de retour sur investissement supérieur à 30 ans, au sens de la loi, ce n'est pas raisonnable de mettre en place cette action d'un point de vue économique. Du coup, vous allez pouvoir faire un dossier technique de modulation, donc globalement une forme d'audit énergétique assez détaillé, et puis en suivant du coup le cadre type proposé par la réglementation. Vous allez faire ça pour vérifier que le temps de retour sur investissement brut mis en place par cette action donc de performance énergétique, la mise en place de l'isolation par l'extérieur, est bien supérieur à 30 ans. Vous allez déclarer cette modulation à travers votre reporting Opéra. Attention, il faut le faire au dernier moment, pour les 40% d'économie pour l'échéance 2030, lors de la déclaration de 2026. Et derrière, le contrôle se fera de manière statistique. C'est-à-dire qu'on va considérer de manière statistique qu'une isolation par l'extérieur a un temps de retour sur investissement compris entre temps et temps. Et donc, si jamais il y a un écart important entre une modulation déclarée et ce qu'on va considérer comme étant la référence, là, le maître d'ouvrage, donc la personne, l'assujetti, le propriétaire et le locataire, auront 15 jours pour fournir le dossier technique de modulation qui, du coup, aura nécessairement été fait en amont, puisque 15 jours ne sont pas suffisants pour mettre en place un dossier technique de modulation de zéro. Parce qu'il faut faire des visites techniques, etc. Voilà pour le dossier technique de modulation. Donc, le cadre a été donné, on sait comment en faire. Donc, on va commencer à en faire, on vous présentera les premiers résultats dès qu'un de nos clients aura dit « Ok, on peut montrer mon dossier technique de modulation ». Et ça sera contrôlé de manière statistique. En parlant de modulation, un autre assouplissement a été donné. Quand on a une modulation pour des raisons patrimoniales, donc si jamais vous avez un bâtiment qui est classé, par exemple, on ne va pas faire, pour reprendre l'exemple de l'isolation thermique par l'extérieur, vous n'allez pas faire une isolation thermique par l'extérieur sur l'Élysée ou sur le château de Versailles, ça sera aberrant, enfin, ça serait dommage en tout cas. Du coup, là, vous allez pouvoir demander à un architecte en chef des monuments historiques ou un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture avec mention
architecte et patrimoine, de dire non, ce bâtiment est classé, c'est pas raisonnable sur ce bâtiment de mettre en place tel type d'action. L'assouplissement qui est proposé ici est de dire que ce n'est pas forcément des architectes qui ont ces diplômes-là, ça peut être aussi des architectes qui ont un diplôme reconnu comme étant de niveau équivalent. Ce que ça laisse aussi entendre derrière, c'est que ce type de modulation va être assez récurrent, puisqu'il faut qu'un large panel de personnes puisse justement certifier le fait qu'une modulation patrimoniale n'est pas raisonnable. Un autre élément est apporté sur les modulations d'objectifs, c'est par rapport aux modulations financières. Alors, pour rappel, une action de performance énergétique qui porte sur l'enveloppe d'un bâtiment, on peut définir qu'on ne va pas la mettre en place à partir du moment où son temps de retour sur investissement est supérieur à 30 ans. Quand il s'agit de renouveler du matériel, des équipements, on va parler d'un temps de retour sur investissement supérieur à 15 ans. Et quand on parle de gestion et d'optimisation des équipements, de travailler sur la régulation, etc., on va parler d'un temps de retour sur investissement de 6 ans. On est ici sur une précision qui est de dire que, évidemment, les actions qu'on va devoir observer pour pouvoir juger du 6 ans, 15 ans et 30 ans doivent être observées indépendamment les unes des autres. Évidemment, si vous prenez une action qui a un TRI de 2 ans et une action qui a un TRI de 145 ans, vous aurez une action totale, donc le temps de retour sur investissement pourrait être, je ne sais pas, de 50 ans. Et du coup, ne pas avoir envie de justifier par là de ne pas avoir à mettre en place les deux actions. Et bien là, l'arrêté vous dit non, attention, vous devez quand même les observer de manière indépendante. Donc l'action au TRI de 2 ans, vous êtes obligé de la mettre en place, vous avez une obligation de travaux. Et l'action au TRI de 145 ans, par contre, vous pouvez l'écarter. Alors, on quitte maintenant les dossiers techniques de modulation et les conditions de modulation d'un bâtiment pour se pencher un peu plus sur la plateforme Opera. Opera, c'est la plateforme sur laquelle, chaque année, vous allez devoir déclarer vos consommations énergétiques et tout un tas de données patrimoniales qui vont permettre à la plateforme, de manière automatique, de vous envoyer votre attestation et de vous dire où est-ce que vous en êtes, quelle est la marge restante en termes d'économie d'énergie pour pouvoir atteindre votre objectif de diminution de vos consommations. Alors, jusqu'à maintenant, on parlait de profil assujetti. Quand on parlait de profil assujetti référent, on disait que c'était les propriétaires ou les preneurs à bail ou les locataires qui étaient assujettis référents. Aujourd'hui, on change de paradigme et on remplace ce propriétaire ou locataire par le propriétaire et le locataire. Ça veut dire que vous allez avoir un nouveau profil qui s'appelle assujetti représentant légal référent, qui va donner un droit de lecture et d'écriture aux propriétaires et aux locataires. Ça va permettre typiquement, quand on a un bâtiment avec plusieurs locataires ou quand on a un bâtiment avec des copropriétaires, etc., que chacun puisse apporter ses déclarations de manière autonome. Je continue sur la plateforme Opera avec un point sur la situation sanitaire que nous venons de traverser. Évidemment, on l'a vu, la situation sanitaire nous a plongé dans un monde de confinement, dans un monde de couvre-feu où les bâtiments, a fortiori les bâtiments à usage tertiaire, n'ont pas été utilisés comme d'habitude. Il y a eu des fermetures de bâtiments, il y a eu des fermetures de restaurants, de magasins, il y a eu des bureaux tertiaires qui ont fermé en tout, partiellement ou totalement pour privilégier le télétravail, etc. Ce qui fait que l'année 2020 n'est pas représentative d'une activité normale, d'une activité habituelle. Du coup, l'année 2020 ne sera pas un bon exemple pour pouvoir juger de la performance énergétique d'un bâtiment. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de notation éco-énergie tertiaire en 2020. C'est-à-dire que vous allez quand même devoir déclarer vos consommations avant le 30 septembre 2021, mais vous ne serez pas jugé sur la performance énergétique et sur l'avancement, sur votre avancement dans le décret tertiaire à travers cette notation éco-énergie tertiaire que vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Cette notation éco-énergie tertiaire, elle permet, à travers comment ça s'appelle? Aide-moi. À travers pas du tout. À travers le justificatif qui va vous être envoyé automatiquement par Opera,
de savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, si vous avez une consommation au-dessus de votre période de référence, on va vous donner une petite feuille qui sera grise. Si vous avez commencé à diminuer vos consommations, mais pas suffisamment par rapport à la tendance de réduction des consommations que vous devez avoir, vous aurez une feuille orange. Si vous êtes dans la normale par rapport à cette tendance, vous serez à une feuille verte. Et plus vous avez, si vous êtes en avance, 2 feuilles vertes. Et si vous avez déjà atteint l'objectif en valeur absolue, vous aurez 3 feuilles vertes. Donc là, cette année, vous n'en aurez pas. Enfin, suite à votre déclaration de 2021, vous n'en aurez pas sur l'année 2020. L'autre point qui arrive, et alors là, je veux faire un gros warning. J'ai beaucoup de clients et beaucoup de prospects voire même de confrères qui m'appellent en me disant « Qu'est-ce que tu as compris du nouveau texte ?» On a beaucoup de gens qui nous alertent sur le fait que la première déclaration aura été reportée. Non, quand on lit le texte de loi, c'est bien la déclaration de l'année de référence qui a été reportée et pas l'intégralité de la consommation de la déclaration, typiquement la déclaration de vos consommations et des données patrimoniales, qui a été reportée. Donc attention, il ne faut pas croire les personnes aussi spécialisées qu'elles pourraient être qui vous disent la première déclaration a été reportée à 2022. C'est faux. C'est le choix de l'année de référence, la déclaration de l'année de référence qui a été reportée à 2022. Enfin, pour les bâtiments dont l'activité a commencé à partir du 1er janvier 2020, ils vont aussi avoir un peu plus de temps pour choisir cette année de référence. Forcément, quand on commence son activité au 1er janvier 2020, on ne peut pas choisir une année de référence entre 2010 et 2020. On n'a pas d'historique de consommation et l'année 2020 n'est pas représentative. Du coup, ces personnes-là, ces propriétaires et ces locataires, vont pouvoir choisir pour leur site une année sur 12 mois d'exploitation consécutifs, comme pour les autres sur les 2010 à 2020, qui vont être entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2022, juste à temps pour pouvoir déclarer leur année de référence en 2022, comme tout le monde. Voilà. J'insiste bien sur le fait que l'année de référence seulement bénéficie d'un décalage en termes de déclaration. Voilà pour les principales modifications de cet arrêté. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui, lui, va revenir sur le calcul des valeurs absolues, puisque cet arrêté modificatif apporte énormément d'informations sur comment calculer ces valeurs absolues et comment s'en servir. Tout à fait. Alors, à ce stade, vous savez comment calculer votre année de référence. Vous l'avez probablement déjà fait. Ce que vous cherchez à connaître maintenant, c'est le chemin qui vous reste à parcourir pour atteindre les objectifs du décret. Alors, pour rappel, vous allez avoir 2 objectifs. Un objectif en valeur absolue, qu'on va calculer tout de suite, et un objectif en valeur relative. Vous allez ensuite vous orienter vers celui qui est le plus proche, celui qui nécessite le moins de travaux. Donc, cet arrêté, il spécifie beaucoup de modifications, comme l'a spécifié Vianney. Et en annexe 2, vous allez trouver 17 tables qui représentent 17 façons de calculer ces valeurs absolues pour 17 catégories d'activités différentes. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les activités. Il y aura un prochain arrêté qui viendra compléter celui-ci. Alors, cette valeur absolue, comment est-ce qu'on la calcule? Cette valeur absolue, elle est composée d'une partie CVC, une composante CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et une partie use. Cette composante CVC, finalement, on va le voir tout de suite, elle est assez facile à calculer. Ce n'est même pas un calcul, en fait, c'est simplement le fait de lire dans une table la valeur correspondante à notre situation. D'abord, on va regarder notre zone géographique, qu'on pourrait appeler aussi zone climatique. Par exemple, à Paris, on est en H1A. Et ensuite, on va regarder l'altitude à laquelle on se trouve. Et puis, on viendra piocher dans la table, finalement, la bonne valeur pour nous. Donc, on a notre partie CVC. Vous avez vu, c'est très simple. Un petit peu plus complexe, c'est la partie use. La partie use, voilà, qui se trouve dans le bas de la table. Alors, ce tableau précise plusieurs choses pour le calcul de la partie use. Tout d'abord, il précise une valeur admise générale qu'on appelle use étalon, qui pour les bureaux standards vaut 50 kWh par mètre carré par an. Cette valeur, elle est valable pour des indicateurs d'intensité d'usage donnés. Ici, on aura, c'est sur la droite, voilà, ici.
indicateur d'intensité d'usage étalon. Donc, densité temporelle étalon, c'est en fait le nombre d'heures ouvrées par an, qui correspond ici à 3120. La surface par poste et le taux d'occupation étalon. Donc, si vous vous retrouvez dans ces valeurs, c'est-à-dire si votre bâtiment il a ces caractéristiques-là, vous prendrez la valeur étalon, puisque c'est la valeur déjà calculée par l'État. En revanche, si vous avez des activités spécifiques, vous avez par exemple des activités nocturnes ou des caractéristiques spécifiques, vous allez devoir recalculer cette composante use avec la formule qui se trouve en bas. Voilà. Ouais, elle est un peu longue, cette formule, elle est difficile à présenter. Cette formule qu'on appelle use modulée permet finalement de corriger l'objectif par rapport à votre activité. Donc, je ne vais pas faire le détail, et c'est simplement rentrer les bons chiffres au bon endroit pour calculer sa composante use. Donc là, on a vu le cas pour les bureaux standards. Vous allez voir qu'il y a 17 catégories d'activités. On va le voir, on va faire des exemples précis, hein, mais votre bâtiment n'est probablement pas composé que de bureaux standards. Il y a probablement d'autres catégories qui vont rentrer en compte. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer uniquement pour la surface concernée. Et on va voir ensuite comment on fait pour calculer pour la surface totale. On va le voir avec des exemples précis. Voilà. Et donc, on va se faire 3 études de cas. Et c'est un petit peu l'aboutissement de tous ces webinaires parce qu'on va enfin vous donner une méthode complète pour calculer l'année de référence et pour calculer l'objectif que vous avez à parcourir pour atteindre l'obligation décrétentielle. Allez, on y va tout de suite. Donc, le cas numéro 1, c'est un cas un petit peu bateau, c'est un bâtiment de bureau qui comporterait 448 postes de travail, qui a été construit dans les années 70, qui fait de la bureautique et du design, et dont nous disposons des données de consommation depuis janvier 2017. Dans ce bâtiment, il y a 2 catégories d'activités. Il y a des bureaux standards, comme on l'a vu, et il y a de l'open space, qui est un petit peu différent en termes de valeur absolue. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce chemin à parcourir? Alors, tout d'abord, on regarde notre année de référence sur la gauche, ici. Ici, ce sont les années glissantes, qui vont, par exemple, la première, c'est de janvier à décembre 2017, la seconde, c'est de février à janvier, etc. Et on la corrige des DJU. On va voir après comment on la sélectionne, mais c'est assez trivial, on va prendre celle qui est la plus consommatrice, donc la moins favorable. Ensuite, on va calculer notre CABS, donc notre valeur absolue, et notre valeur relative, et les comparer entre elles pour déterminer finalement laquelle est la plus proche de notre valeur. Alors, juste pour précision, ce n'est pas nous qui allons choisir sur la plateforme Opérat vers quelle valeur on s'oriente, on aura les 2 objectifs, et on va simplement s'orienter vers l'un ou vers l'autre. Donc, je vais insister un petit peu sur le calcul de CABS, qui est le nerf de la guerre de cette présentation. Donc ici, on a 2 catégories, donc des bureaux standards à 2900 m² et d'open space à 2700. Pour calculer mon CAPS, je dois faire la somme de CVC plus use. Et plus généralement, je dois faire la somme de CVC bureau plus CVC open space plus use bureau plus use open space. En fait, je dois scinder mes valeurs absolues par catégorie d'activité. Donc le calcul, il est assez simple finalement. C'est 2900 fois CVC bureau plus CVC use, plus 2700 fois CVC Open Space plus CVC Use, et le tout divisé par la surface totale. À ce moment-là, on obtient une consommation par an par mètre carré. C'est simple? Oui, j'ai vu. Ici, pour calculer la valeur relative, c'est assez trivial aussi, puisqu'il suffit simplement de multiplier notre consommation par 0,6, 0,5 et 0,4 pour obtenir les consommations de 2030, 2040 et 2050. Donc, ici, on identifie notre consommation de référence sur la gauche. Elle représente 134,3 kWh par mètre carré par an, sachant que cette consommation est déjà corrigée de la rigueur climatique. Vous pouvez le faire grâce à la formule qui se trouve dans l'arrêté du 3 mai 2020. Et donc, la première chose qu'on s'aperçoit en regardant un petit peu plus près ce graphique, c'est qu'entre l'année de référence qui se trouve ici et la dernière année d'exploitation complète qu'on a ici, eh bien, on a déjà 10% d'économies qui ont été réalisées. Voilà. On va voir après que ça va vachement nous servir. Donc, on a appliqué notre formule pour notre CABS et on a trouvé 111,8 kWh par mètre carré par an.
Donc, et on calcule aussi notre valeur relative et on compare les deux. Donc, la valeur relative à l'horizon 2030, c'est 80,6 kWh par mètre carré, quand la valeur absolue est de 111. Donc, on avait souvent l'habitude de se dire le décret tertiaire, c'est 40% d'économie, et ça va être difficile pour mon bâtiment, j'ai des contraintes particulières. Ben non, là, on voit qu'en fait, il faut aller sur une valeur absolue, et donc ça ne représente pas 40, pardon, mais 20% d'économie depuis la situation de référence. Et on parle d'un bâtiment construit dans les années 70, pas forcément d'un bâtiment. Par contre, on parle d'un bâtiment pour lequel pas mal d'investissements a déjà été fait. D'accord. Donc, pour faire le parallèle, nous, on a audité ce bâtiment récemment. Et donc, on peut vous donner des résultats déjà pour ce bâtiment et faire un petit peu ce parallèle-là. On avait dit qu'il y avait 20% d'économies à faire depuis la situation de référence. Ils en ont déjà fait 10. Donc, il leur reste plus que 9,7% d'économies pour être conforme avec la réglementation. L'audit qu'on a mené, il nous permet de mettre en avant 16% d'économies depuis la situation actuelle, avec un temps de retour sur investissement de 4 mois. Ce qu'on vous propose de faire, du coup, c'est d'analyser ces différentes situations. Donc, au tout début, on a la situation de référence à 752 MWh, 10% d'économie. Donc, nous, quand on a audité le bâtiment, on était déjà à 671 MWh. Et l'objectif est de 626 MWh. Nous, ce qu'on propose, c'est, avec quelques actions simples, d'exploitation liées à l'exploitation du bâtiment, de réduire cette consommation à 563 MWh. Donc, vous voyez qu'au final, dans certains cas, c'est atteignable, c'est même assez simple, ça ne demande pas beaucoup d'investissement pour se mettre en règle avec le décret tertiaire. On va voir le second exemple qui, lui, est un petit peu plus compliqué. Alors, celui-là, c'est un collège, donc c'est une autre catégorie qui est apparue dans ce dernier arrêté, avec une occupation de 760 personnes qui date des années 70 également, et dont nous disposons de données de consommation depuis 2016. Sa surface totale est de 9721 m², et on va s'en servir pour calculer notre CAPS. Donc, on fait le même exercice, on détermine notre année de référence sur la gauche corrigée des DGU, toujours, CRF est toujours corrigé des DGU. On détermine notre CAPS. Ici, c'est simplement un collège, donc il y a une seule activité, le calcul est assez simple. Et on va la comparer, on va faire l'exercice de la comparer avec notre valeur relative. Donc ici, notre CRF est de 162,7 kWh par mètre carré par an. Et notre CAPS est de 95 kWh par mètre carré par an. Or, quand on compare CAPS avec CRELAT, donc la valeur relative, eh bien, on s'aperçoit que la valeur relative est supérieure à la valeur absolue. Donc ici, il est plus intéressant d'aller chercher la valeur relative qui est à 40% que la valeur absolue qui est à 41,6%. Donc on va s'orienter vers CRELAT 2030. Première chose, enfin, deuxième chose plutôt, c'est qu'ils ont également fait 15,1% d'économies. Donc il y a déjà eu des économies qui ont été réalisées entre janvier 2017 et 2019. Et donc c'est important de le souligner. Alors ici, il nous reste, quand on déduit les économies déjà réalisées, des économies à réaliser, il nous reste 24,9% d'économies à réaliser. Nous, dans notre audit, on est allé chercher toutes les pistes, l'intégralité des pistes d'amélioration de l'efficacité énergétique du collège, et on s'est aperçu qu'on peut aller chercher quand même près de 40% d'économies d'énergie. Par contre, ici, ça va nécessiter des investissements un petit peu plus lourds. Donc, 27 ans de temps de retour sur investissement global, ça veut dire que certaines actions vont être supérieures à 30 ans en termes de temps de retour sur investissement, et donc on pourra les retirer. Voilà. Et donc augmenter l'objectif à atteindre au final. Oui, tout à fait. Et donc quand on compare la situation de référence, au final, on voit qu'on était loin, hein. On était à 1 500 000 kWh, et en faisant donc de l'efficacité énergétique, en investissant sur notre bâtiment et en le pilotant mieux, ben, on peut réduire de près de moitié la consommation, et en plus, ça soulage la facture. Voilà, donc un petit peu plus difficile, mais atteignable. Le troisième exemple, c'est un entrepôt, donc c'est une autre activité qui a été présentée dans le décret. Donc, dans cet entrepôt, on a une surface de bureau standard à 3900 m² et une surface de stockage, et on va faire encore une fois le même exercice.
Et donc là, on a simplement une année de consommation disponible, enfin plutôt 2 années, parce que ce sont des années glissantes. Et donc, on voit que la consommation, elle, est assez constante. Donc, on a quand même peu de marge de manœuvre pour choisir notre année de référence. Et donc, encore une fois, on fait cet exercice de la même manière qu'on avait fait pour le premier bâtiment de bureau. On calcule notre CAPS des bureaux et notre CAPS du stockage. Ensuite, on compare cette valeur absolue à la valeur relative et on s'aperçoit encore une fois que la valeur absolue est supérieure, même très largement supérieure à la valeur relative. C'est donc vers la valeur absolue qu'il faudra s'orienter, soit 17,5% d'économie pour un bâtiment qui a quand même déjà fait quelques travaux. Nous, ce qu'on propose, grâce à notre audit, c'est de faire 16,7% d'économie, quand l'objectif est de 15,1%. Donc, tout ça avec un temps de retour sur investissement de 2 ans et 4 mois. Donc, on part d'une situation de référence à 2 millions de kWh pour atteindre cet objectif de 1 698 000 kWh. Voilà, donc vous voyez qu'au final, la situation de 40%, ce n'est pas quelque chose d'acquis. En fait, il faut calculer son année, sa consommation absolue, opéra pour attendra, et vous vous rendez compte que vous n'aurez pas forcément 40% d'économie à aller chercher, mais que selon les travaux qui ont déjà été faits sur les bâtiments, ça a été pris en compte par le décret, et voilà, tout le monde n'aura pas à faire 40, 50, 60%. Les bons élèves seront déjà récompensés de leur. Ça permet de capitaliser sur les actions de performance énergétique qui ont déjà été mises en place. Alors, depuis tout à l'heure, Vincent a dit que vous allez devoir faire tout ça. La réalité, c'est que vous pouvez aussi demander à Vincent de faire tout ça. Juste un petit point pour que vous puissiez avoir des idées. Alors, on parle de résultats d'audit, mais ce que vous observez ici, les courbes de consommation que vous observez ici, c'est des courbes qui sont issues de notre plateforme Citron Énergie. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont on est assez persuadé chez Citron. C'est vraiment quelque chose auquel on croit très fort pour accélérer la transition énergétique d'un patrimoine immobilier, pour pouvoir répondre aux exigences du décret tertiaire. Vous avez besoin de 2 choses. La première, c'est un type comme Vincent ou une jeune femme pas comme Vincent, mais qui fait le même métier et qui peut vous accompagner dans votre transition énergétique en faisant des audits, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en vous préconisant une stratégie, etc. Et c'est aussi un outil digital puissant qui va vous permettre du coup non seulement d'automatiser la transmission des données vers Opera, mais aussi d'avoir un outil d'analyse qui va vous permettre justement de définir une référence, du coup d'orienter votre stratégie, de sélectionner les sites prioritaires sur lesquels il faut commencer par travailler ou directement d'atteindre des économies d'énergie. Voilà, ceci étant dit, du coup, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Et Aubéry me fait un petit signe. C'est parti régler des problèmes techniques. Tout va bien? Ah, du coup, que Marc Leroux essaie de nous rejoindre. Hop. Du coup, est-ce que Marc Leroux nous a rejoint ou pas? Alors, Marc Leroux vient pour pour répondre à toutes vos questions. Du coup, il essaie d'appeler, c'est ça? Oui, il essaie d'appeler. Ok, on peut peut-être Il essayer. me dit qu'on était prêt. Et avec directement de la Zoom ou Alors, est-ce qu'on nous appelle? Je ne vois pas d'appel en tout cas là. Je ne sais pas trop comment. On attend encore une minute. On attend encore une minute. On peut commencer déjà à regarder vos questions et à vous y répondre. Alors, on va essayer de trier les questions. Il y a 4, alors vous êtes 350 connectés et il y a une petite centaine de questions. Donc, il y a sûrement des questions qui viennent se répéter, mais on va essayer du coup de les trier, en tout cas de les regrouper. Alors, une première question du coup, en attendant que Marc Leroux arrive à se connecter. Est-il envisagé ou envisageable de reporter la première saisie des bases de données Opera 2022 sur les données 2021 au lieu de 2021 sur les données 2020? Alors, envisagé, je ne sais pas. Envisageable, j'en sais encore moins. En tout cas, ce que dit la réglementation aujourd'hui, c'est vous devez faire votre première déclaration en 2021, donc avant le 30 septembre 2021, sur les données de l'année 2020. Par contre, l'année de référence sera à déclarer un peu plus tard. Alors, certains autres prestataires indiquent que les dossiers de modulation technique
sont en fait à réaliser si on souhaite ne pas mettre en œuvre le décret tertiaire, que ce soit en valeur relative ou absolue. Alors, j'avais compris que ce dossier est à renseigner en 2026 était un élément pour passer en valeur absolue ou relative des objectifs du décret tertiaire. Alors, ce dossier technique de modulation, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est assujetti au décret tertiaire et tout le monde doit mettre en œuvre ce décret tertiaire. L'objectif de ce dossier de modulation, c'est de prendre en compte vos contraintes particulières et de, le cas échéant, réduire vos objectifs en fonction justement de ces contraintes qui seront soit trop onéreuses à mettre en place, donc des actions trop onéreuses, soit des contraintes particulières architecturales qui vous empêchent de faire certaines actions d'efficacité énergétique. En aucun cas, un dossier de modulation ne permet de sortir du décret. Alors, question suivante de Florence. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Avons-nous la présentation en fin de séance? Oui, vous aurez la présentation en fin de séance et vous aurez même le replay disponible à travers notre compte YouTube. Donc, Citron by GADS. Qu'on arrive à connecter Marc Leroux? On essaye là. On essaye, c'est en cours. En attendant, on continue à poser des questions. Il y a des questions que je passe volontairement pour que Marc Leroux puisse lui-même y répondre. Typiquement, des questions qui portent sur le décalage. Je lui ai déjà répondu. Peut-être que Marc Leroux pourra nous apporter des précisions. Alors, ensuite, dans le milieu industriel. C'est Marc Leroux quand même, ça? On appelle Marc Leroux. C'est la question réponse 1. Allô. Bonjour Marc, Vianney à l'appareil. Bonjour Vianney. Comment allez-vous? On fait aller. Vous avez 350 personnes qui vous écoutent actuellement. Ok, bonjour à toutes et à tous. Et qui ont des questions pour vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous les lise une par une et puis vous y répondez une par une avec votre concision légendaire qu'on vous connaît. Alors, la première question porte sur le décalage de la déclaration de l'année de référence. On nous demande si c'est envisagé ou envisageable ou de reporter aussi la déclaration des consommations et des consommations 2020. Des consommations 2020, exactement, avec comme argument que la plateforme Opéra n'est pas encore finalisée. Une réunion, puis ça n'avance pas. Donc, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai écrit déjà dans certaines questions, réponse à des questions qui m'ont été posées sur le sujet, c'est que 2021 est une année d'apprentissage du dispositif tertiaire et que les services de l'État vont pas s'arc-bouter sur la date de remise des consommations du 30 septembre 2021 pour la consommation 2021. L'important, c'est de créer vos comptes, qu'au préalable, vous identifiez les bâtiments bien sûr assujettis, les surfaces correspondantes, que vous discutez avec vos propriétaires lorsqu'il y a une relation propriétaire-preneur à bail sur notamment, par exemple, l'identification de la consommation de référence. L'année, elle peut être différente au sein d'un bâtiment puisque vous pouvez avoir des gens qui sont là depuis très longtemps et qui pourraient remonter jusqu'à 2015 et puis des gens qui viennent d'intégrer le bâtiment que, par exemple, en 2020 d'ailleurs. Et donc, ils ne pourront bien sûr pas avoir une consommation de référence de 2015. Mais déjà, au moins discuter de ces choses-là, savoir qui remonte quoi. En général, donc là, je vous invite à aller voir la DC5 au niveau des consommations. Mais l'idée, c'est déjà vous appréhender toutes ces choses-là avant d'aller sur Opéra. Et donc, effectivement, on reporte la consommation de référence au 30 septembre 2022 parce que certains d'entre vous qui pouvaient commencer à être assujettis en 2020, ils ont été impactés par le Covid et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de la consommation 2020 parce qu'elle n'est pas représentative pour constituer une année de référence. Donc c'est pour ça que c'est reporté à 2022. Si ça revient à la normale, on est dans un arrêté, on pourra toujours modifier ces dates-là. Mais effectivement, pour l'instant, le ministère a considéré qu'on devra garder cette date butoir qui est, qu'on a de manière récurrente chaque année pour les consommations de l'année précédente. Très clair. Mais on ne doit pas, on va essayer moi, c'est ce que je porte comme discours. Après, je ne pense pas que vous n'aurez, si vous cherchez à avoir une réponse officielle,
je ne pense pas que vous en aurez sur le sujet. Voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas, à mon niveau, je ne peux pas m'engager là-dessus. Le seul truc que je dis, c'est qu'on doit faire preuve de souplesse. Et j'entends bien vos inquiétudes par rapport à la fonctionnalité de la plateforme Opera en tant que but pour pouvoir répondre à cet objectif. Ouais. Mais comme pour toute réglementation, du coup, il y a une date qui est fixée, c'est bien 2021. Par contre, il y aura une souplesse dans les contrôles et un accompagnement, entre guillemets. Oui, mais de toute façon, dans les contrôles, je veux dire, faut être très clair. Moi, je vais être très clair là-dessus. 2020, c'est pas une consommation, qui sera utile. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est précisé dans l'arrêté à l'article 16. Il n'y a pas de notation. Donc, voilà, s'il n'y a pas de notation, et de toute façon, on n'en fera rien. On n'en fera rien du tout. C'est juste un exercice, quoi. Il faut le considérer comme un exercice, ni plus ni moins. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. Voilà. Mais d'un point de vue officiel, pour l'instant, moi, voilà, officiel, c'est-à-dire position du ministère. Moi, je ne suis pas le ministre. Je ne suis pas le Premier ministre ni le Président de la République. Donc, je ne peux pas m'engager là-dessus. C'est un choix qui a été, voilà, qu'ils assument aujourd'hui. Voilà. Comme on n'en fera rien de toute façon de cette consommation, on ne pourra pas l'exploiter non plus en termes de données statistiques. Voilà, de dire qu'on va faire du contrôle là-dessus, ça serait illusoire. Voilà, pour être très clair. Ok, merci beaucoup. Une question un peu plus simple maintenant. Dans le milieu industriel, qu'est-ce qui est considéré comme tertiaire? Bureaux, vestiaires, lieux de vie, zones de stockage, etc. Alors, sont considérés effectivement tous les bâtiments tout ce qui est bureau, restauration, entreprise, logistique. Alors, la logistique, il y a une question, alors je vais la mettre dans la FAQ. Tout ce qui est stockage de matières premières avant un process industriel et en fin de process industriel, s'il y a un temps de séjour fait simplement avant expédition, soit vers les zones de vente du produit ou vers du stockage intermédiaire qui est assuré par de la logistique pure, ces bâtiments de stockage ne sont pas pris en compte. Le bureau bocal en verre qu'il y a dans un atelier de fabrication dans lequel il y a le chef d'équipe ou il y a du contrôle qualité, il est dans le process industriel. Ce qu'on prend en compte, c'est les bureaux, c'est la direction, c'est la partie RH, c'est la partie éventuellement bureau d'études s'il y en a un. Voilà, quand il y a une grosse industrie, voilà, c'est ça qu'il faut entendre par bureau. Le petit bureau, le vestiaire qui est lié au bâtiment de production, voilà, il est dans la production. Il n'est pas dans le. Faut faire preuve de bon sens et de pragmatisme sur ces sujets-là. Ok, merci. Une question, je regroupe plusieurs questions en elles-mêmes, mais on parle de sanctions financières. Est-ce que les 7 500 €, c'est par site, par an, par bâtiment? Est-ce que c'est annuel, etc. Des précisions sur l'amende financière. Oui, sur les amendes, c'est vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, vous avez deux obligations. La première obligation, c'est de remonter vos consommations de manière annuelle. Donc là, il y a une procédure. Aussi, j'ai le décret pour pas dire de bêtises. J'ai quand même le prendre sous les yeux, même si je le connais bien. Donc c'est le dernier article du R du CTA concernant le dispositif éco-énergie tertiaire. C'est la section 7, c'est le R131-44 pour ceux qui voudront aller le lire. Donc, sur la remontée de consommation annuelle, il n'y a pas de pénalité. Il y a simplement ce qu'on appelle du name and shame. C'est-à-dire, si vous ne faites pas la remontée de consommation, alors je ne parle pas de celle de 2020, hein, mais quand on sera rentré dans un système normalisé et que tout sera revenu à la normale. Donc, vous remontez vos consommations de l'année précédente au 30 septembre de l'année qui suit. Si vous ne l'avez pas fait, il y aura donc ça, on l'identifie simplement avec la liste des assujettis et on sort on pose une requête et puis on a une liste de gens qui l'ont pas fait. Et donc comme on a les coordonnées, on renvoie un message en vous demandant, donc c'est une mise en demeure de remplir votre obligation dans un délai voilà, qui peut être de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, enfin voilà, ça reste à décider. Et si vous ne l'avez pas fait, et à ce moment-là, on publie sur un site internet des services de l'État, donc c'est le name and shame, ceux qui n'ont pas répondu à leurs obligations.
La deuxième obligation, c'est l'atteinte de vos objectifs à l'échéance décennale. Et donc là, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, donc c'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de choix à faire. Hein. Il y a deux objectifs. Il y a un choix, il y a l'objectif en valeur relative qui s'appuie sur la consommation de référence, donc moins 40, moins 50, moins 60%, ou il y a l'objectif en valeur absolue. Selon votre situation, vous vous orientez vers l'un ou vers l'autre. Il n'y a pas de choix à formaliser, je le répète. Donc, vous disposez des deux objectifs, il faut atteindre l'un ou l'autre. Donc, à l'échéance, nous, on vérifie si vous avez atteint l'un ou l'autre, donc le premier, le plus facile à atteindre. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une appréciation sur la valeur absolue de plus ou moins 10%. Donc, de toute façon, il y a cet écart qui est implicitement accepté au niveau de la notation. Et donc, on vérifie si vous êtes au-delà. Forcément, là, on va vous dire, vous n'avez pas atteint l'objectif et on va vous mettre en demeure de vous faire un programme d'action. Dans un premier temps, de manière concomitante avec votre propriétaire, si vous êtes dans un cas de propriétaire et de preneur à bail, ou de manière individuelle si vous êtes propriétaire occupant. Et si vous ne l'avez pas fait dans un délai de 6 mois, il y a une seconde mise en demeure. Donc puisque c'est un dossier commun, c'est à deux. Là, on vous le demande individuellement, d'un côté au propriétaire, de l'autre côté au preneur à bail. Et là, si vous n'avez pas répondu dans un délai de 3 mois à cette mise en demeure, eh bien là, il y a du name and shame, et c'est là, uniquement là, que commencent à intervenir les sanctions. Et puis après, une fois que vous avez établi votre programme d'action, votre plan d'action, on le suit. Et si effectivement vous ne le suivez pas, et puis qu'il y a une procédure contradictoire qui est mise en œuvre, et au bout de laquelle on peut avoir un constat de carence, et lorsque la carence est prononcée par un arrêté quand même motivé par le préfet, et bien là, il peut y avoir effectivement une amende administrative prononcée également par le préfet. Donc c'est vraiment au bout du bout. C'est-à-dire, si vous n'avez pas atteint l'objectif et que vous avez fait votre programme d'action pour rentrer dans les clous et puis continuer, il n'y a pas de sanction. Très bien, voilà. Très clair, merci. Alors, par contre, j'attire votre attention sur le fait que des fausses déclarations qui ont pour objectif d'avoir une bonne notation, elles font l'objet de sanctions au niveau pénal. Ça, c'est une sanction qui existe déjà au niveau pénal. C'est de la fausse déclaration. Et donc, de mémoire, j'ai plus les numéros mais ça sera dans le guide d'accompagnement, ça sera précisé. Là, c'est des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 15 000 € d'amende. Alors, justement, à propos de guide d'accompagnement, on nous demande la date de sa sortie. Pour l'instant, le problème, c'est que moi, je suis en train d'essayer d'établir les valeurs absolues pour toutes les catégories d'activités. Donc, il y en a certaines là, qui sont parues dans le dernier arrêté. Donc, elles ne sont pas toutes dans le prochain arrêté parce que il y a beaucoup d'activités qui sont en suspens là, et puis et de travailler avec les gens, c'est un peu compliqué puisque l'idée, c'est d'établir les valeurs absolues en concertation avec ces secteurs d'activité. Donc, la restauration, c'est un peu compliqué. L'hôtellerie, c'est un peu compliqué aussi. Après, il y a les aéroports aussi, ça devient un peu complexe. Donc voilà, tout ça, ça va venir. Et le guide, j'ai commencé à rédiger une première partie. Je vais m'efforcer de sortir un projet parce que l'idée, c'est qu'il y a un groupe de relecture aussi avec les groupes de travail qui sont mis en place autour de ce dispositif et qu'il y ait une relecture et des compléments, amendements, voilà, s'il y a besoin pour pouvoir mais en tout cas, la version projet, on va faire en sorte qu'elle soit mise en ligne quand même, avec effectivement en travers que c'est en projet, quoi. Que c'est qu'un projet et que c'est pas définitif, quoi. Mais l'idée, c'est que voilà, pour le mois de juin, en tout cas, tout soit que ce guide soit prêt. Ok, très clair, merci. Alors, je réponds rapidement. Oui, les collèges et les lycées sont contraints au décret tertiaire. C'est des bâtiments qui sont assujettis. Oui. Une question maintenant pour vous, Marc. Je vous la lis. Bonjour. Pour la déclaration des consommations, je trouve la répartition des tâches assez claire entre locataires et propriétaires. En revanche, pour la déclaration des bâtiments, table 2, je suis un peu perdu. Le propriétaire doit-il déclarer le bâtiment pour tous? Sinon, le locataire doit-il attendre que l'identifiant bâtimentaire a été obtenu par le propriétaire? Merci d'avance. Ouais, alors là, justement, là, je suis un petit peu embêté puisque moi, j'ai essayé de proposer une maquette. Voilà, je sais pas. Il y a les développeurs et puis l'ADEME qui s'occupent de la plateforme Terra
n'ont pas, enfin, pour l'instant, en fait, tel que c'est prévu à ce jour. Donc, après, il faut voir effectivement avec les utilisateurs qui vont tester. À ce jour, en fait, tant que vous pouvez créer votre compte locataire, parce que c'est ce qu'on avait vu notamment avec un confrère le directeur de l'OID, là, l'Observatoire de l'immobilier durable, qui, pour nous, et donc c'est ce qui a été pris en compte, c'était qu'on puisse se créer au moins son compte. Et puis moi, c'est ce que j'avais vu aussi normalement, c'est qu'on puisse faire ces déclarations en étant preneur à bail, sans attendre qu'un propriétaire ne soit motivé ou se bouge pour renseigner son compte. L'ADEME, pour l'instant, a opté pour, effectivement, vous pouvez créer votre compte en tant que preneur à bail, mais vous ne pourrez rien faire d'autre tant que le propriétaire n'aura pas créé le bâtiment. Voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que les fonctionnalités de dépôt des consommations, à ce jour, enfin, voilà, à ce jour, c'est pas prévu comme ça. Moi, ça me semble un peu bizarre, mais l'idée, c'était et c'était porté aussi par l'idée, c'est qu'on puisse, c'est qu'un locataire puisse répondre à ses obligations réglementaires sans, si jamais son propriétaire ne le faisait pas. En sachant que normalement, le propriétaire, sur le terrain, la majorité des propriétaires, hormis les centres commerciaux qui vont déclarer des consommations sur les parties communes, et pour le reste du cas, y compris dans les immobilières de bureaux, les consommations réparties des communs, elles sont ramenées à un lot. Donc c'est la transmission des consommations entre propriétaires et preneurs à bail, et le seul qui va déclarer in fine sur le terrain des consommations, ça va être le preneur à bail ou le propriétaire occupant. Voilà, quand vous êtes dans une copropriété. Donc, les seuls cas où il y aura deux parties qui vont renseigner sur un bâtiment des consommations, c'est simplement les centres commerciaux. C'est-à-dire, d'un côté, les entités fonctionnelles d'un lot commercial qui va déclarer ses consommations qui profitent directement au sein de son lot, c'est-à-dire sa consommation éventuellement de son point de livraison électrique, plus les consommations réparties que lui attribue le gestionnaire du centre commercial. Et puis, de l'autre côté, le gestionnaire du centre commercial ou propriétaire, lui, va déclarer la consommation de son bail, des espaces communs qui profitent aux usagers, c'est-à-dire les toilettes, les ascenseurs, les escalators, la sécurité incendie, la sûreté, voilà, tout ce qu'ils assurent en commun, voilà, et ça, sur lequel eux, ils assurent pleinement la gestion. Et ça ne profite pas directement au lot. Donc, eux, et les propriétaires déclareront ces consommations-là. Donc, il y a uniquement vraiment le cas des galeries ou des centres commerciaux où il y a ces deux déclarations. Ouais, donc là, je vous invite à aller voir la FAQ DC5. Elle est essentielle, hein. Elle est longue, mais elle est essentielle pour la compréhension du dispositif, justement, et sur la répartition des obligations entre propriétaires et preneurs à bail. Et puis les autres. Voilà. Et du coup, j'en profite pour vous dire que la FAQ est disponible sur le site de Citron, dans la catégorie décret tertiaire, citron.io. Une nouvelle question, cette fois-ci, qui concerne la simulation pour pouvoir remonter sur une année de référence pour les consommations d'un bâtiment qui a plusieurs usages. Quand on parle de campagne de mesure, parmi les trois possibilités, qu'est-ce qu'une campagne de mesure? Quelle est la durée d'une campagne de mesure représentative selon vous? Alors, en théorie, il faudrait qu'on ait l'idéal, ça serait d'avoir une partie de chauffe sur la période de chauffe et aussi sur la période de refroidissement, quoi. Donc, ça peut être il faut que vous voyez, ça dépend en fait des types de sous-comptage que vous pouvez mettre en place. Donc, il y en a certains que vous pouvez mettre de façon pérenne et qui vous seront utiles, notamment si vous avez un tableau général basse tension qui est bien construit, parce que c'est là où c'est le plus facile à mettre en œuvre du sous-comptage. Vous mettez des tors sur certains départs. Donc, si vous identifiez la partie chauffage ou la partie refroidissement depuis votre tableau, vous êtes capable de faire, eh bien, vous pouvez mettre ce comptage de manière pérenne et faire la gestion active après ou avoir l'information. Et en plus, ça vous sera utile aussi pour faire de l'ajustement plus précis de vos consommations en fonction des variations climatiques.
Mais sinon, les comptages, ouais, ça veut dire que globalement, il faut qu'il y ait, ça peut être une semaine ou deux en période de chauffe et puis une semaine ou deux en période plutôt voilà, d'été. Voilà, ça peut être ponctuel, quoi. Ou alors, vous les installez de manière pérenne, quoi. Mais il faut que ça soit représentatif, c'est-à-dire vous vérifiez un petit peu les consommations que vous avez en période de chauffe et les consommations que vous avez en période de froid. L'idéal, ça serait sur plusieurs mois, effectivement. Mais ça peut coûter effectivement un peu d'argent. Donc l'idée, quand vous faites du sous-comptage, essayez d'investir de façon pérenne. Enfin, moi, c'est un conseil. Après, voilà. Après, il y a des prestataires qui sont spécialisés là-dessus. Normalement, ils doivent être de bons conseils. Voilà. Du coup, mon conseil en tant que prestataire spécialisé là-dessus, c'est quand on fait du conseil, de l'instrumentation ponctuelle, on va essayer d'avoir au moins une semaine pour avoir quelque chose de représentatif de l'activité. Et effectivement, l'avoir une fois en été, une fois en hiver, enfin sur saison de chauffe, hors saison de chauffe, c'est hyper intéressant. L'idéal étant évidemment, comme vous le dites, Marc, d'avoir une solution pérenne avec une remontée de sous-compteur dans la plateforme ou dans une autre plateforme. Voilà. Et puis, si vous faites sur une semaine, ça veut dire qu'il faut le faire là où c'est le plus critique, quoi. Donc à la fois en hiver et puis en été, effectivement, être plutôt au mois de juillet-août, quoi. Enfin, voilà. Alors, après, le problème, c'est que quelquefois, ça ne correspond pas à des périodes d'activité très intenses pour vous. Ouais. C'est ça la problématique. Et puis qu'il y a l'intersaison dedans aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en début de période de chauffe, vous n'allez peut-être pas consommer autant qu'en période où vous êtes en froid plus rigoureux, puisque les écarts de température sont pas. Donc, c'est ça le problème justement de la mise en place d'un sous-comptage, sur quelques semaines. Voilà, c'est que on n'a pas une représentativité exhaustive de ce qui se passe sur une année complète. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, question suivante. Qu'en est-il des data centers et des actions envisagées sur la consommation finale, entendu la consommation des serveurs? Alors, il est prévu une catégorie serveur et data center, donc ça va en segmentation de l'armoire jusqu'au gros data center. Alors, dans les data centers, il y a le cloud et puis il y a ceux qui sont en colocation, c'est-à-dire qui accueillent des serveurs qui appartiennent à des sociétés. Et ils louent, en fait, voilà. Et en fait, le data center fournit du courant et de refroidissement de qualité, quoi, pour assurer le service 24 sur 24. Et là, normalement, voilà, il y a un régime de déclaration au même titre que en fait, c'est des locataires. Voilà. D'accord. Donc, il va y avoir... On est dans le cas de la colocation. Donc, normalement, voilà, le gestionnaire du data center, si c'est en colocation, il est censé donner, de toute façon, c'est ce qu'il fait, hein, quand il facture du service. Et le service qu'il facture, c'est de la consommation d'énergie, que ce soit électrique ou de refroidissement. Et donc, c'est ça qui vend à son locataire. Et donc, normalement, il est en mesure de donner la consommation en kilowattheure et que, voilà. Et donc, on a plusieurs locataires dans ce data center. Très clair. Donc, une catégorie indépendante. Ensuite, j'ai une question d'une collectivité qui dit « Notre EPCI est propriétaire d'un centre aquatique dont la gestion est confiée en délégation. En délégation publique. C'est un exploitant. Donc, c'est comme si c'était, voilà, eux, ils sont propriétaires et c'est une société exploitante. C'est un peu comme si c'était preneur à bail, quoi. D'accord. Donc, l'un est propriétaire et l'autre est locataire. L'autre est exploitant et c'est l'exploitant qui doit déclarer les consommations. OK. Alors. Mais néanmoins, le propriétaire reste quand même responsable au niveau de l'atteinte de l'objectif. Enfin, il porte une responsabilité quant à la qualité voilà, de l'enveloppe de son bâtiment et au système technique bâtimentaire que le gestionnaire exploite. Tout à fait. Alors, ensuite, une question assez simple. Concernant les temps de retour sur investissement, on se base sur le coût de l'action avec ou sans aide. C'est la notion de TRB, de temps de retour sur investissement. De mémoire, il me semble que dans le décret, il est précisé que c'était la déduction faite des aides. Oui, je vous le confirme, Marc, c'est bien déduction faite des aides. C'est ce qu'on appelle le TRB plutôt que le TRI, le temps de retour sur investissement brut. Alors, question suivante. Peut-on déclarer les consommations de 2020 sur la plateforme? Vous y avez répondu tout à l'heure.
Question suivante. Bonjour, le décret tertiaire est applicable pour les sites mis en service avant le 23 novembre 2018, promulgation de la loi. Que signifie un site dont l'activité a été mise en service? Est-ce que c'est l'ouverture du site? Est-ce que c'est la fin des travaux, le permis de construire? Non, c'est les bâtiments existants à la date de publication de la loi Elan. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, je vais prendre un cas d'école, enfin voilà, vous êtes dans un bâtiment haussmannien, d'accord, dans lequel il n'y a aucune activité tertiaire aujourd'hui. Demain, il y a des locataires de logements qui partent, et il y a des bureaux qui viennent prendre la place, et puis en rez-de-chaussée, vous avez des commerces qui y viennent, on dépasse les 1000 m² de surface assujettie. Le bâtiment, il existait, puisque c'est un bâtiment haussmannien, il existait avant la date de publication de la loi Elan. Et ben donc, ces activités-là, qui peuvent arriver peut-être qu'en 2023, 2025 ou 2028, et ben elles vont être assujetties. Néanmoins, voilà. Et donc là, ça posait un problème. Alors, ça posait un problème d'égalité de traitement, et d'équité de traitement sur lequel j'ai toujours lutté depuis le début, puisque c'est un élément c'est une phrase qui reste dans le texte de loi depuis le début, et on a essayé maintes fois de l'enlever. Là, dans le prochain projet de loi, c'est Convention citoyenne sur le climat, alors je ne me rappelle plus la terminologie exacte, c'est, je reviens, du texte de loi, mais en tout cas, il va y avoir un amendement normalement qui va proposer d'enlever ce morceau de phrase qui fait que les bâtiments, tous les bâtiments, dès lors qu'ils passeront le seuil, qui datent de 50, 70 ans, 100, 200, 500 ans, ou les bâtiments récents, les futurs bâtiments RE 2020, et ils seront assujettis. D'accord. Donc, c'est pas parce que vous avez un bâtiment qui soi-disant est performant sur le papier, il a été étudié en tant que tel, qu'il a déjà été bien réalisé, mais c'est surtout qu'il soit bien exploité et bien géré, et qu'il y ait des usages économes en énergie également derrière. Donc à terme, voilà, donc très court terme normalement, le texte de loi va enlever ça, et donc ça veut dire que tous les bâtiments, dès lors qu'ils sont mis en service, donc ils sont existants, ils deviennent existants. C'est-à-dire qu'un bâtiment neuf, effectivement, devient existant une fois qu'il est mis en service. Et donc, de facto, ils seront à terme, à très court terme, concernés aussi. Mais là, il y avait un problème, il y avait une inégalité de traitement aujourd'hui entre les bâtiments RT 2012, c'est-à-dire ceux qui étaient mis en service. Pas que bâtiments RT 2012, parce que la réglementation thermique ne s'applique pas à tout le tertiaire. Donc, par exemple, la logistique, jusqu'alors, les piscines, les patinoires ne sont pas assujettis à la réglementation thermique. Mais ils sont néanmoins assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire. Mais cette histoire de date va poser le problème déjà sur des bâtiments de bureaux qui étaient RT 2012, construits avant et mis en service avant la date de publication de la loi Elan, et puis ceux qui ont été mis en service après. Ils ont ils sont dans la même configuration. Néanmoins, aujourd'hui, tel que c'est prévu dans le texte de loi, les premiers sont assujettis alors que les autres ne le sont pas. Ok, très clair. Donc les bâtiments neufs vont être concernés aussi. Vont être, voilà. Tout à fait. Si l'amendement passe, normalement, tout le monde ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tous les propriétaires, les gros propriétaires, en termes d'atteinte de l'objectif à l'échelle d'un patrimoine, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer, avoir une atteinte de l'objectif à l'échelle du patrimoine en mutualisant justement vos résultats entre les bâtiments qui sont peu performants d'un point de vue enveloppe, de ceux qui le sont très performants et qui pourront équilibrer effectivement vos résultats. Ok. Alors, question suivante. Que représente le taux d'occupation dans la composante use de bureau? C'est un peu plus technique, je reviens sur la slide. Non, ouais, alors l'idée, c'est effectivement, on va prendre la situation standard d'un bureau, de bureau standard, c'est-à-dire qu'ils sont affectés à une personne particulière. Donc, alors déjà, il y a une surface utile brute qui est associée à l'aménagement. Elle peut être plus ou moins importante. Elle peut être de 20 m², 17, 15 ou 12, voilà. Donc ça, vous pouvez le modifier. Et le taux d'occupation est là aussi, en fait, pour refléter quand vous êtes dans un bâtiment de bureau traditionnel, en situation normale, effectivement en situation Covid,
Déjà, par exemple, dans une administration, vous avez les rotations, il y a la vacance des locaux, enfin des bureaux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est parti, pendant 3 ou 4 mois, il n'y a personne, il est remplacé, mais il y a aussi des vacances. Donc, c'est un peu différent, par exemple, des bureaux de sociétés privées où, quelquefois, les dates de vacances, elles sont prises de manière commune et ça ferme. Donc, le taux d'occupation permet de refléter ça, justement, le taux de vacances et le taux d'utilisation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bureau, il y en a qui vont à l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes dans un bureau, par exemple, de 3 partagés, mais vous n'êtes jamais tout le temps à 3. Vous êtes quelquefois à 2,3 ou 2,4 en moyenne sur l'année de présence. Voilà. Et donc, du coup, en termes de consommation de process, donc par exemple d'informatique, ça influe effectivement sur votre taux d'occupation. Et c'est pour ça qu'on a des taux d'occupation aussi qui sont, étalons un peu plus forts sur les bâtiments, sur les parties de bureaux qui sont en open space ou en flex office, où là, l'open space, le flex office, on essaye de rationaliser au maximum, et c'est pour ça qu'on a un taux d'occupation étalon beaucoup plus important. Ça sert à ça, en fait, le taux d'occupation. Et ça sert notamment aussi en enseignement, c'est-à-dire qu'en enseignement, notamment en secondaire, quelquefois, vous avez des collèges 600 qui sont sous-exploités, ils sont à 400 ou 500 élèves, et donc du coup, vous avez des surconsommations qui sont liées, parce que moins vous êtes nombreux, plus vous êtes obligés de chauffer, et inversement. Ok, merci. Question suivante, hyper factuelle. Quand seront publiés, Monsieur Leroux, quand seront publiés selon vous les arrêtés spécifiant, excusez-moi, c'est dur à dire, spécifiant les composantes use des autres secteurs? Pardon. Alors ça dépend de l'avancement des travaux, parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est effectivement, comme certains le souhaiteraient peut-être en administration centrale, c'est de sortir des valeurs comme ça qui sortent du chapeau. Moi, il n'en est pas question. Donc, c'est des valeurs qui sont concertées avec les acteurs du domaine, du secteur d'activité qui les concerne. Donc, c'est des objectifs qui sont partagés. Voilà, l'idée, c'est en s'appuyant sur de la donnée de consommation qu'on a, de s'appuyer sur les meilleurs d'entre eux, sur des valeurs qui sont déjà atteintes par un certain nombre et qui sont atteignables par le plus grand nombre. Et donc, il faut que ça soit partagé. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile actuellement de travailler avec certains secteurs d'activité puisqu'ils sont ils sont en arrêt. Je parle de restauration, d'hôtellerie, les aéroports, même si on a continué à avancer. Et puis, il y a quand même des secteurs d'activité qui sont un peu plus délicats parce qu'il y a plein de choses dedans, le secteur de la santé notamment. Donc, ce qui est prévu, c'est que le prochain arrêté, on doit y mettre toute la segmentation, donc identifier toutes les catégories et sous-catégories, c'est-à-dire le niveau de précision dans lequel on va rentrer, même si les tableaux de valeur absolus ne sont pas prêts. Donc l'idée, c'est, on m'avait demandé fin février, mais février, c'est quand même un mois de vacances qui est réparti selon les zones géographiques. L'idée, c'est d'avoir un arrêté qui soit prêt d'ici mi-mars pour la consultation publique. Et puis, après, on verra parce que, comme vous l'avez vu, l'arrêté précédent, modificatif, il était prêt début octobre, même fin septembre. Et puis, il a été signé, donc il a été daté du 24 novembre, alors qu'il était déjà prêt tout avant début octobre. Et il n'a été finalement signé et publié que le 17 janvier. Donc, en période de Covid, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être un peu plus long. D'accord. Mais en tout cas, la consultation publique, c'est courant mars. Ok. Donc, première. Et puis après, il y a un deuxième qui viendra compléter. Et là, j'espère qu'il sera complet et dans lequel on y mettra aussi les valeurs des DOM, des départements d'outre-mer. Ok. Merci. Une question pour la définition de la consommation de référence. Devons-nous avoir les informations use de l'année en question? Sur les indicateurs d'intensité d'usage, non, ça ne sert à rien. Si vous les avez, alors déjà, la plupart du temps, les acteurs n'ont pas, ils veulent faire de la recherche archéologique dans leur facture. Vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas une bonne gestion de vos consommations énergétiques, entre guillemets, vous êtes, entre guillemets, un mauvais élève.
si vous l'êtes en 2019, on ne parle pas de 2020, si vous l'étiez en 2019, vous l'étiez tout autant en 2012 ou 2013 ou 2015. Donc, ne perdez pas trop votre temps à aller chercher des consommations au-delà de maintenant, aujourd'hui, si vous pouvez aller chercher auprès des gestionnaires de réseau de distribution, vous pouvez retourner 5 ans en arrière, 3 ans en arrière sans payer. Les 2 dernières années, enfin les plus loin, les éloignés, généralement les GRD vont vous demander à payer quelque chose. Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourrez disposer, si vous ne les avez pas gardés par devers vous, que des consommations de 2015. Mais vous allez perdre beaucoup de temps à faire ça. Donc, et en tout cas, pour les indicateurs d'intensité d'usage, on n'en a pas besoin pour vous donner la consommation de référence n'est utile que pour vous fixer un objectif en valeur relative. Donc, c'est une consommation, 1 kWh de total, donc qu'on vous calcule avec vos différents vecteurs énergétiques. Et après, on applique un coefficient de 40%, 50 ou 60% pour les horizons 2030, 2040, 2050. Et on n'a pas besoin des indicateurs d'intensité d'usage pour ça. Il peut être intéressant pour vous de les avoir pour que vous voyez et que vous compreniez un petit peu comment ça a évolué, si vous en disposez, mais c'est pas la peine d'aller les renseigner. Enfin, vous pouvez les renseigner, mais c'est pas la peine d'essayer de rechercher des indicateurs là-dessus. Ok, très clair. C'est pas une obligation. Voilà. Okay. Une question concernant la valeur CABS, est-ce qu'elle va évoluer entre 2030, 2040 et 2050? Oui, alors c'est ce qui est précisé dans l'arrêté. C'est pour ça qu'on a des arrêtés par décennie. Bon, ils sont modificatifs. L'idée aussi, c'est que si on s'aperçoit des premières années, puis je vous rappelle qu'il y a une clause de revoyure en 2024, c'est-à-dire on exploite les données 2020 à 2023 pour vérifier que ce qu'on avait proposé, en cohérence avec les acteurs, en concertation avec les acteurs, que les valeurs sont bonnes, sont acceptables et atteignables. Et on peut les réviser. Mais sinon, on s'appuie sur les meilleures techniques disponibles. Et c'est pour ça. Alors, attendez que je vous retrouve ça. De mémoire, c'est écrit dans l'arrêté pour la valeur CEAPS. Oui, je vous confirme. Oui, voilà. Mais je ne sais plus où je l'ai dit. Enfin, on utilise en tout cas les meilleures techniques disponibles en début de décennie pour les établir ces valeurs-là. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un arrêté par décennie en fait. Ok. Une question à laquelle vous avez déjà répondu, donc je le redis rapidement parce qu'elle est revenue quand même plusieurs fois. Est-ce que les valeurs CABS et CRELA doivent être intégrées dans la plateforme Opera? Non, on n'a pas besoin de remplir les valeurs de CABS et CRELA. C'est Opera qui va les calculer automatiquement. Il les calcule après quand il va vous calculer en fonction des sous-catégories que vous allez sélectionner. Vous allez y mettre en face une surface correspondante. Ça va vous calculer votre CA proraté, donc surfacique, étalon, c'est-à-dire sur la base des indicateurs étalons qu'il y a dans les tableaux. Et vous pourrez moduler en fonction de votre volume d'activité, c'est-à-dire aller changer vos indicateurs d'intensité d'usage pour refléter la réalité de votre activité pour l'année correspondante, l'année S. Et là, vous aurez un CA modulé qui fera aussi moduler en suivant l'article 3, l'article 10 de mémoire, oui, c'est ça, du 1 de l'article 10, et on vous modulera aussi votre consommation de référence sur la base d'une règle de 3 entre le CAPS modulé et le CAPS de référence. Et donc, vos deux objectifs seront modulés. Et ça, c'est ce que je vous explique, hein, c'est vraiment un outil d'accompagnement à la transition énergétique, et je vous invite à être tout simplement transparent. C'est-à-dire que vous pourriez effectivement, si vous avez des indicateurs d'intensité d'usage qui sont en dessous de celui de la valeur étalon, ou par exemple d'une année précédente parce que votre volume d'activité a baissé, vous avez tout intérêt à faire baisser quand même vos indicateurs, simplement pour comprendre en fait ce qui se passe chez vous en termes de consommation d'énergie. Et puis vous rappeler que si vous êtes noté là-dessus, vous avez une notation, donc votre notation, si vous avez gardé des indicateurs qui sont bien au-delà de votre activité, eh bien, vous allez effectivement bénéficier de facto d'une meilleure note.
Mais si un jour l'année suivante vos activités remontent et même dépassent, revient à ce qui initialement au niveau étalon de l'année que vous aviez antérieurement, en fait vous allez avoir une baisse de votre notation, puisque vos consommations normalement vont augmenter, et donc potentiellement votre note peut baisser. Et là du coup vos managers pourront vous demander des comptes. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Donc l'idée, c'est simplement d'être transparent. Voilà. C'est de faire moduler vos indicateurs d'intensité d'usage à la hausse comme à la baisse. Ok. Merci. Alors, je suis en train de passer pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont propres à chacun d'entre vous. Donc, on prendra contact avec vous pour vous y répondre directement. J'ai une question. Si j'ai mis en place un CPE sur un site, est-il possible de justifier que l'on a déjà fait des économies d'énergie et donc les déduire de l'objectif? Non, pas les déduire. Vous pouvez, en cas de non-atteinte, effectivement, alors, ça, je l'ai mis dans l'arrêté, mais je le retrouve, l'histoire des CPE, mais c'est dans un article, vous pouvez le faire valoir, mais ce n'est pas pour autant que vous les déduisez. C'est-à-dire qu'il faut atteindre l'autre des objectifs. En fait, on va voir le résultat dans la performance énergétique du bâtiment parce qu'on va constater que la consommation diminue. Par contre, en fait, donc le CPE est une action en soi pour réduire la consommation énergétique, une modalité d'action. Par contre, on ne peut pas le faire valoir en avance. C'est pas parce qu'on a signé un contrat. Non, vous ne pouvez pas le faire valoir en avance. Non. Exactement, voilà. Mais j'aimerais bien le retrouver là pour vous. Pendant que vous cherchez, je réponds à des questions simples. Le décret tertiaire comprend quelle énergie? Gaz, électricité. Alors, c'est toutes les énergies. Toutes les énergies. Il y en a certaines d'ailleurs que j'ai oubliées. C'est les agrocombustibles qu'il faut que je rajoute dans le prochain arrêté. Ok. Donc, agrocombustibles. Ah oui, effectivement, vous avez du coup une liste des énergies en annexe. En annexe, ouais. En annexe 6 de mémoire, c'est dans les tables 4, 3 et 4 de l'annexe 6 de la RNP. Voilà. Alors, vous l'avez aussi dans les conversions en annexe 1. Dans les conversions, voilà, il y a les conversions aussi. Voilà. Et je vais essayer de vous retrouver quand même le truc du CPE. Là. Ouais. Alors, en attendant, je continue un petit peu. Faut-il corriger l'intégralité des consommations énergétiques ou seulement la partie chauffage? Donc, il faut corriger de la température des… Non, on corrige simplement l'ajustement climatique. Je ne corrige que la partie chauffage et refroidissement, et ça concerne essentiellement le CDC, mais pour certaines activités, ça concerne leur use. Il y a quelques activités comme la logistique de froid et puis les réserves de froid en grande surface alimentaire. Et on verra aussi en restauration éventuellement l'impact, parce qu'ils en ont aussi des chambres froides. Et donc, ça, c'est du use. Et donc là, il y a de la variation climatique, parce que vos consommations, en fonction effectivement des températures extérieures, influent sur ces consommations-là. Okay. Alors, je le répète, parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur le sujet, mais les slides seront envoyés et il y aura un replay sur le YouTube de Citron, donc Citron by GLS sur YouTube. On nous demande quand est-ce qu'on pourra créer le compte sur Opera. Les comptes, normalement, vous pouvez les créer, là, mais sauf qu'il y a des problèmes de fonctionnalité, on en parlait ce matin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Opera, vous ne pouvez créer que des comptes SIRET. Or, il y a des structures qui ont seulement un compte SIREN. Donc, concernant la personne qui a posé cette question, que je connais bien, vous avez beaucoup de bâtiments, donc il vaut mieux attendre que la fonctionnalité sur Opera de création de compte SIREN et pas SIREN, donc d'entreprise plutôt que site par site, soit disponible. Oui, et puis normalement, ce qu'on a demandé aussi, c'est qu'on puisse avoir la fonctionnalité qui était demandée par nombre d'acteurs, c'est de pouvoir créer c'est-à-dire, au préalable, il faut effectivement qu'il y ait un compte SIREN ou SIREN qui soit, normalement, c'est un compte SIREN qui soit créé. C'est-à-dire, par exemple, une grosse entité, une grosse immobilière, ou par exemple une région, voilà, qui crée son compte SIREN pour son hôtel du département, mais voilà, la région, elle a éventuellement d'autres bâtiments délocalisés sur le territoire, plus surtout leur lycée, puisqu'ils ont ça en gestion. Et les lycées, ils ont chacun un SIREN, donc la majorité des cas. Alors voilà, c'est la particularité de l'État et des communes,
des collectivités, c'est que quelquefois, ils ont des établissements sur lesquels ils n'ont pas créé de compte sirène ni SIRET. C'est-à-dire qu'il y a nombre de collectivités, de communes qui n'ont pas créé de SIRET pour leur école, pour leur salle polyvalente, etc., ni même leur mairie. Donc, aujourd'hui, ça pose un problème, et y compris pour l'État. L'État, la tour Sequoia, là, dans laquelle on travaille, la Défense, il y a des comptes sirènes pour des directions générales, dont et la mienne n'y figure pas, et il n'y a pas de compte SIRET sur la tour. Voilà. Donc, quoi, parfois, Et qui est partagé en plus par différents ministères. Parce que nous, on est issus de l'ex-ministère de l'Équipement, pour ceux qui ont connu ça. Et donc, dedans, on y retrouve le logement, la transition énergétique, donc le transport, voilà, qui sont des ministères différents, mais qui sont portés par une même administration centrale. Ok. Le bailleur peut-il déclarer les consommations de ses locataires s'il est titulaire d'un mandat? Oui, c'est précisé dans le... Ouais. Dans le... Ensuite, sur une facture, l'historique des consommations suffit-il à prouver les consommations des mois antérieurs? Quid des synthèses annuelles des fournisseurs? Les synthèses annuelles, vous pouvez les utiliser. Merci. Est-ce que la mutualisation des résultats peut se faire sur plusieurs sites implantés dans différentes communes appartenant à un même groupe? Oui. Comment le décret s'applique-t-il pour un site type zoo qui mélange des serres, des restaurants, des bureaux, des cliniques, des loges pour animaux? Est-ce que c'est considéré comme tertiaire? Oui, on va avoir des références, alors pas tout de suite, sur les espèces vivantes, les collections espèces vivantes. Ok. Et donc, ils auront une sous-catégorie éventuellement bureau, une sous-catégorie restauration. Dans la restauration, ils pourront aller de la brasserie en passant par le gastronomique, la restauration debout, voilà. Okay. Alors, j'ai déjà une réponse parce qu'on m'avait questionné pour Euro Disney. Alors, c'est pas une priorité, quoi, mais enfin, voilà, c'est les parcs d'attractions, tous ces trucs-là, c'est pas des priorités non plus en termes d'assujettissement, pour être très clair. Donc, on pourra, eux, ils ont de l'hôtellerie, ils ont de la restauration, déjà pour commencer. On peut aller aussi j'ai répondu à l'établissement public qui s'en occupe de ça. Voilà, on peut même aller jusqu'à mettre des valeurs absolues sur les manèges, sur les attractions, mais ça devient un peu compliqué, quoi, parce qu'on a toujours un peu les mêmes process, mais on pourrait le faire. Et enfin voilà, l'idée, je pense que ces gens-là, de toute façon, ils font attention parce que c'est énormément consommateur d'énergie, et donc ils font attention quand même à ces dispositifs-là. Ils sont pas nombreux. Voilà, pour l'instant, c'est pas traité, quoi. Voilà, on essaye de traiter le plus gros, et voilà. Alors c'est la loi Pareto. Ouais, justement, on a une personne qui nous demande si on peut obtenir la liste des différents types d'assujettissement auxquels le ministère pense. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le prochain arrêté, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura, si on n'a pas des tableaux de valeur tout de suite prêts, on aura, ce qu'on peut passer comme commande, il faut que toute la segmentation telle qu'on l'a prévue à ce jour soit organisée en annexe. Donc ça sera en fait une modification de l'annexe 2, puisque l'annexe 2, voilà, ça liste c'est là où il y a tous les tableaux. Et donc, pour ceux qui ont participé à la consultation publique, puisque et qui sont dans les GT, j'avais transmis le projet d'arrêté et aussi un projet d'arrêté consolidé, c'est-à-dire l'arrêté initial avec tous les compléments. Et j'avais déjà présenté au moins les catégories d'activité. Je n'étais peut-être pas rentré dans le sous-détail au niveau des sous-catégories, mais y figurait déjà. Ok. On nous demande si la FAQ dont on parlait tout à l'heure a-t-elle été actualisée avec le nouvel arrêté? Non, j'ai pas eu le temps de tout remettre. Je fais des réponses, il faut que je prenne du temps pour mettre à jour les trucs les plus importants. Voilà. Donc, à titre indicatif, il y a des choses qui sont modifiées déjà sur le général, sur les textes.
Il va y avoir des modifications aussi sur l'histoire des sites, sur l'histoire de l'unité foncière, et être un peu plus précis sur l'histoire de notion de dire qu'elle dispose d'un PDL commun, c'est pas toujours le cas. Donc ça, je vais le préciser. Il y a le cas de la logistique, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, quand c'est dans le process industriel. Il y a aussi j'apporte un complément sur les laboratoires de recherche et développement, c'est la FAQ à 11. Et puis voilà, puis on apporte voilà, il y en a qui sont complétés sur les centres techniques municipaux, voilà, et sur les locataires propriétaires aussi. Ah ben justement, en parlant de propriétaire, on nous demande de savoir si vous pouviez expliquer la notion de copropriété et de syndic. En gros, qu'en est-il pour les immeubles en copropriété? Qui est le déclarant attitré? Attendez, je n'ai pas compris la fin. Qui est le déclarant attitré dans une copropriété? Est-ce que c'est le syndic? Est-ce que c'est les propriétaires individuellement, chacun de leur côté? Non, c'est les exploitants. Après, ils peuvent mandater la copropriété, enfin le syndic de copropriété pour le faire. Alors c'est vrai que le dispositif là a fait changer les relations de manière substantielle entre propriétaires et preneurs à bail. Mais elle va aussi avoir un impact auprès des syndics. C'est-à-dire que les syndics, il va falloir qu'ils se mettent en démarche parce que nombre d'entre eux ne font pas leur vrai boulot, à savoir que dans les appels de fonds, ils ne justifient pas toujours, dans beaucoup de cas, les augmentations. Souvent, ils font la somme des factures, ils s'aperçoivent que ça a augmenté de 5%, ben, ils disent, on a pris 5% en tous les appels, mais ils ne font pas de justification. Donc là, il faudra effectivement qu'ils justifient, c'est-à-dire qu'ils puissent répartir, parce qu'ils ont les clés de répartition sur FACIC, au tantième sur FACIC. Demain, il ne faut pas simplement qu'ils l'appliquent sur les euros, mais c'est qu'ils mettent en balance les consommations énergétiques. Voilà. Parce que dans vos appels de charge, vous avez de la consommation énergétique, mais vous avez aussi de l'entretien, de la réparation, voilà. Et tout ça, voilà, il faut faudra qu'ils le précisent. Il faudra qu'ils soient plus transparents qu'ils le sont actuellement. Ok. L'appel est lancé à tous les syndics et les propriétaires managers. Il y en a autour de la table, ouais, mais voilà, c'est sûr que ça va avoir peut-être un impact, mais normalement, c'est leur travail. Ok. Est-ce que, alors une question un peu plus générale, est-ce que la proposition de la Convention citoyenne de passer de 1000 à 500 mètres carrés est encore en cours de discussion ou tranchée? Ça n'a pas été tranché. On a donné des éléments d'études d'impact en termes de nombre d'assujettis et puis d'impact en termes de surface. Donc, de mémoire, je ne sais plus, il y avait, je crois qu'il y avait 30% d'assujettis en plus pour à peine 10% de surface, un truc comme ça, 10 ou 17% de surface correspondante. Donc, ça sera à l'état de trancher, c'est 30% de surface. Pour l'instant, ce n'est pas tranché. Pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Par contre, on peut avoir en tête que ça a comme impact 30% de. Alors, ça a un impact essentiellement, alors je l'avais précisé, ça a essentiellement un impact sur deux types d'assujettis. Les communes, oui. C'est-à-dire que vont tomber dedans, du coup, pas mal de communes rurales, parce que notamment pour leur groupe scolaire, parce que grosso modo, 500 mètres carrés, ça équivaut à 5 ou 6 classes. Ouais. Donc ça commence à impacter essentiellement ces gens-là. Ça va impacter tout le secteur rural sur toutes les salles polyvalentes, tous ces trucs-là. Voilà, potentiellement même des mairies, parce que 500 mètres carrés, voilà. Et puis essentiellement les commerces. Alors, et moi, le message que j'ai passé dans les GT commerces, c'est que la notation éco-énergie, c'est quand même un élément qui a été créé pour créer l'émulation. Et puis, mais sur lequel, effectivement, bon nombre d'entre vous vont éventuellement communiquer dessus. Et les commerces en font partie. Et que des entités fonctionnelles, même des petites entités fonctionnelles, je rappelle que la plateforme Opéra est normalement aussi ouverte pour les volontaires, mais bon, je pense que l'ADEME ne serait pas trop contente que je dise ça, parce qu'il va falloir dimensionner la plateforme pour cela. Mais en tout état de cause, des petits commerces en pied d'immeuble peuvent se retrouver un jour ou l'autre assujettis. Donc, plus
plus ils intègrent le dispositif en amont, mieux c'est pour eux, parce que d'une part, c'est notamment pour la consommation de référence, ce genre de choses, parce que si vous intégrez le dispositif en 2025 ou 2026, voilà, ça va être un peu plus difficile pour vous. Et puis en plus, vous pouvez bénéficier, en entrant dans le dispositif dès le début, de la notation éco-énergie tertiaire sur laquelle vous pouvez communiquer. Voilà. Donc moi, j'invite plutôt les commerces à y aller, à pas trop se poser de questions, quoi. Même s'ils sont en dessous, qu'ils y aillent. Okay. Mais c'est pas une obligation, c'est juste un conseil. Voilà. Et puis la planète vous remerciera d'ailleurs. Une dernière question, parce que l'heure tourne et on en est bientôt à 2 heures de webinaire. C'est une personne qui est locataire qui dit mon propriétaire me fait signer un mandat pour faire la déclaration pour l'ensemble des locataires du bâtiment. Je n'aurai donc rien à déclarer. Est-ce normal? C'est à vous de voir, hein. Vous n'êtes pas obligé de signer le mandat. Après, normalement, alors déjà, s'il faut que vous créiez un compte, c'est que lui, il puisse. Alors après, on va essayer de mettre un peu de souplesse, effectivement, pour qu'ils puissent, comment dire, renseigner. Les mandataires, ils sont là surtout pour renseigner des consommations ou des choses sur votre compte. Mais il faut quand même qu'il y ait un investissement minimal du locataire, enfin de l'assujetti. Donc, moi, je trouve que l'assujetti, il faut créer quand même son compte. Alors après, l'assujetti, si le locataire, par exemple, s'il fait partie d'un groupe, enfin et qu'il est locataire quelque part, il peut créer son compte, enfin le groupe peut créer le compte de chaque établissement, il pourra le créer de manière globale, quoi, avec des remontées de fichiers dits au format 3 CSV. Donc en fait, c'est des tableurs Excel qu'on importe sur Opera pour créer des comptes. Et puis donc, ils mettent les noms des utilisateurs et leur adresse. Après, faire appel à un mandataire, et le propriétaire peut être effectivement un mandataire d'un assujetti, il pourra remonter ses consos, mais vous n'êtes pas obligé de le signer, ce mandat, hein. C'est un choix de votre part, ça vous facilite le travail. Mais par contre, vous devez avoir un compte. Et il faut veiller à le spécifier dans le mandat, du coup, le fait que le compte, OK, on veut bien donner mandat, par contre, on veut avoir un accès. Vous avez un accès. Un assujetti, il a forcément un accès sur son compte. Oui, il peut forcément y avoir la signature du mandat, elle a pour objectif de laisser à une tierce personne, donc à qui la société mandante, donc l'assujetti, donne le droit d'aller remplir un certain nombre de choses. OK, ça marche. Bon, eh bien, écoutez… Mais sous la responsabilité, je le rappelle, sous la responsabilité de l'assujetti. Parce que vous donnez un mandat, mais c'est quand même sous votre responsabilité. Bien sûr. OK, ça marche. Bon, écoutez, merci beaucoup, Marc, d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais on va prendre le temps de vous y répondre individuellement, parce que c'est beaucoup des questions qui sont directement liées à vos cas bien spécifiques. Donc, on prendra le temps de vous contacter. Et n'hésitez pas à contacter nos ingénieurs en efficacité énergétique, soit sur contact@citron.io, soit en appelant le standard ou tout simplement via notre site internet. Voilà, et merci à Aubéry, merci à Vincent, merci à vous Marc, et puis merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.